Bonsoir à tous. Vous avez été très nombreux à suivre notre première conférence en ligne et nous tenions à vous remercier. Alors face à ce succès, on a décidé de poursuivre notre cycle de conférences afin de rester en lien avec vous, mais également de reconnaître le travail d'étude et de préparation de nos conférenciers. Je vous invite donc à vous connecter très régulièrement sur notre site www.idup.org pour découvrir toutes nos activités disponibles en ligne. En parallèle, nous continuons de travailler sur la reprise de notre programmation en présentiel dès que la situation nous le permettra. Alors ce soir, nous allons traiter de l'individualisme avec M. Henri Bouillon, qui est maître de conférence à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, qui a fait de l'individualisme un de ses thèmes de recherche. Je vais lui laisser la parole et en attendant, je tiens à remercier notre partenaire Trajectoire Formation pour la mise à disposition du matériel. Je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir à tous. Sommes-nous devenus individualistes? C'est la question qui va nous réunir ce soir, comme Madame Jomain l'indiquait précédemment. Qui va nous réunir de façon virtuelle, puisque les conditions actuelles ne nous permettant pas de nous voir, l'équipe dirigeante de l'Université populaire a eu la bonne idée de nous réunir de façon virtuelle. Je dois vous avouer que c'est pour moi une grande première de m'exprimer tout seul devant une caméra. J'espère que je ne serai pas trop malhabile avec cette technique, et je vous prie d'avance de m'excuser s'il y a quelques petits ratés sur cette première conférence. Sommes-nous devenus individualistes? C'est le titre de cette conférence, c'est un très bon titre, et je le dis avec franchise parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Il faut l'expliquer, néanmoins, pour commencer cette conférence. Tout d'abord, le verbe « devenir ». Verbe « devenir » qui implique donc une certaine évolution. Nous allons donc utiliser l'histoire comme une porte d'entrée dans cette question de l'individualisme. La question semble en effet sous-entendre que nous n'étions pas individualistes et que peut-être nous le sommes devenus collectivement avec une évolution historique. Il faudra donc s'intéresser à cette évolution. Deuxième remarque sur ce titre, le sujet et le verbe de ce titre sont « Sommes-nous devenus individualistes ?» Il y a donc un « nous » ici qui est utilisé, un « nous » qui n'est pas un pluriel de majesté, bien sûr, mais qui renvoie à la collectivité. Sommes-nous collectivement devenus individualistes? La question peut paraître surprenante de prime abord, dans la mesure où l'idée d'individualisme renvoie plutôt à l'individu seul, et que nous nous interrogeons ici pour savoir si nous, collectivement, nous sommes devenus individualistes. Le problème est donc de savoir ce que signifie cette question. S'il s'agit simplement de dire qu'une société est composée d'individus, la question n'a pas grand intérêt. En réalité, il faut donc s'interroger sur la signification du mot individualisme et savoir en quoi collectivement nous avons pu devenir individualistes. Un mot donc sur le mot individualisme. Ce mot, évidemment, est fondé sur le terme individuel, lui-même fondé sur le mot individu. L'individu, c'est la partie la plus petite d'un corps complexe. Un atome est effectivement une partie d'un corps vivant. Un individu est une partie de la société, etc., etc. Le suffixe « isme » du terme individualisme est un suffixe qui est souvent employé pour désigner une doctrine ou un comportement qui met l'accent prioritairement sur une réalité. L'égalitarisme met l'accent sur l'égalité, l'indépendantisme sur l'indépendance, le christianisme sur le Christ, etc., etc. L'individualisme met quant à elle la priorité, donne la priorité à l'individu. Ce terme individualisme est apparu au début du XIXe siècle. L'époque n'est pas un hasard. Je vous renvoie sur ce point à l'ouvrage de Marie-France Piguet, Individualisme, une enquête sur les sources du mot. Dans cet ouvrage, effectivement, elle explique comment est apparu ce terme individualisme, comment il a été composé et comment il est apparu. Je ne refais évidemment pas cet historique, je vous renvoie à cet ouvrage. Elle indique que ce terme est apparu au début du XIXe siècle, l'époque sera pour nous importante. Elle est d'abord employée par Chateaubriand, qui parle, lui, d'individualisme,
avec un E. Puis elle sera popularisée, cette formule, dans le journal Le Producteur, proche du saint-simonisme, à partir de 1926. Nous reviendrons sur ces aspects dans le cadre de ces développements. Quelques années après l'apparition du terme, c'est Alexis de Tocqueville qui va préciser et donner une définition conceptualisée de ce terme. Alexis de Tocqueville, effectivement, dans son grand ouvrage De la démocratie en Amérique, analyse le système américain. Après plusieurs années passées là-bas, il va effectivement donner son sentiment et son étude de cette société américaine, et il va notamment y analyser l'individualisme qu'il y a perçu. Évidemment, cette analyse ne se limite pas aux États-Unis. L'intérêt de la définition de Tocqueville, c'est de chercher à différencier l'individualisme de l'égoïsme, deux termes que l'on va parfois considérer comme synonymes, mais qu'il prend bien soin de différencier. Il définit en effet l'individualisme comme un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille et ses amis, de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. L'intérêt de cette définition, et l'on peut tout de suite le retenir, c'est de bien différencier cette notion d'individualisme de l'égoïsme. L'égoïsme, qu'il définit comme un amour passionné et exagéré de soi-même, est un sentiment ou un vice qui est aussi ancien que le monde finalement. Il y a toujours et il y aura toujours des individus plus ou moins égoïstes, et peut-être le sommes-nous tous un peu. Mais l'intérêt de Tocqueville, c'est de bien différencier ce sentiment, cet égoïsme, de l'individualisme. Il indique en effet que l'individualisme, c'est une notion qui n'existe que dans les sociétés contemporaines, que dans les sociétés modernes, et qui est un fait de nature sociologique. L'individualiste, en effet, décrit une certaine structure de la société, plutôt qu'un sentiment individuel, personnel, comparable à l'égoïsme. Finalement, et c'est l'objectif de cette conférence que de l'expliquer, l'individualisme décrit une certaine conception de la société, une certaine représentation des rapports sociaux. Voilà pour la présentation de ce titre et de cette conférence. Deuxième aspect de cette introduction, je voudrais évoquer les enjeux et les intérêts de cette conception individualiste et donc de la conférence qui nous réunit ce soir. Il me semble que, pour le sujet qui nous intéresse, notre société est traversée par un grand paradoxe. D'une part, nous sommes tous attachés à notre liberté, à notre indépendance, au fait de ne pas être opprimés par un groupe social ou par un autre, et de pouvoir remettre à distance les rapports sociaux qui nous lient les uns aux autres. Nous considérons que c'est une évolution positive de la modernité, une conquête, une libéralisation, une émancipation de l'individu. Mais c'est là qu'il y a un paradoxe. Dans le même temps, nous considérons comme négatifs certaines évolutions de cette société, notamment la marginalisation de certaines personnes, qu'on appelle pudiquement des exclus ou des laissés pour compte. Nous recherchons tous activement des moments de convivialité avec nos amis, les festivités, dans les stades ou ailleurs. Nous avons cette volonté de communier avec autrui. Nous avons cette volonté d'avoir des contacts conviviaux et amicaux. En cette période de confinement, plus encore que d'habitude peut-être, nous comprenons tous les apports que peuvent générer pour nous ces liens sociaux. Et donc le paradoxe, c'est que nous sommes heureux de l'évolution qui a conduit à la situation actuelle, nous en voyons les aspects bénéfiques, tout en déplorant néanmoins les conséquences négatives qu'elle peut entraîner. Or, il paraît difficile néanmoins de dissocier les deux, et l'objectif de cette conférence est justement de montrer leur liaison, leur imbrication, comment les aspects positifs sont finalement inséparables des aspects plus négatifs.
Pour exposer ce point, je voudrais évoquer deux parties dans mon introduction, dans ma conférence, pardon. D'une part, évoquer l'histoire à vol d'oiseau de cet individualisme, et puis dans un deuxième temps, évoquer également la situation actuelle qui est bien sûr le résultat de cette histoire. La première partie sera donc consacrée à l'apparition historique de l'individualisme. Alors je serai contraint ici d'être un peu schématique, puisqu'évidemment il faudrait rentrer dans des détails qui nous prendraient trop de temps. Je vais ici évidemment donner un survol historique très rapide et donc évidemment schématique. Pour simplifier les choses, j'ai divisé ce survol historique en 3 temps. D'abord, dans un premier temps, l'Ancien Régime, la monarchie avant la Révolution française, puis la rupture opérée par la Révolution française dans un deuxième temps, et puis enfin, dans un troisième temps, la situation qui s'est produite au XIXe siècle et au début du XXe siècle, qui a fondé la situation actuelle de nos rapports sociaux. Première sous-partie donc, premier élément, le holisme d'Ancien Régime. Le holisme d'Ancien Régime. Alors il faut commencer par expliquer ce titre et définir notamment cette notion de holisme qui est beaucoup moins usuelle que celle d'individualisme. Justement, le holisme, c'est un peu le contraire de l'individualisme. Le terme vient du grec holos, H-O-L-O-S, qui signifie le tout social notamment. Le holisme, justement, c'est la doctrine ou le comportement qui met l'accent sur le tout plutôt que sur ses parties individuelles. C'est donc accorder la primauté, la priorité au tout social plutôt qu'aux individus qui le composent. Cette doctrine ou cette attitude était celle notamment qui était la plus répandue sous l'Antiquité, au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime. Alors je voudrais tout d'abord la caractériser de façon précise avant de montrer très rapidement une nouvelle fois les aspects historiques de ce holisme. Quelques mots pour le définir tout d'abord. Dans cette idée de holisme, la société apparaît essentiellement comme étant hiérarchisée. Les individus sont intégrés dans cette société à une place ou une autre de la hiérarchie sociale, selon un rang ou une dignité qu'ils n'ont pas choisi, qui peut résulter d'une profession, de la naissance ou autre. Deuxième aspect de ce holisme, cette hiérarchie est considérée par les individus comme étant naturelle. Ils l'ont en quelque sorte toujours connue, et par conséquent, il n'y a pas pour eux l'idée de la remettre en cause ou de la contester. Elle apparaît comme étant relativement naturelle dans la vie et l'existence de la société politique. En conséquence, puisqu'elle est naturelle, elle est légitime. Il n'y a pas pour eux de raison de contester l'existence de cette hiérarchie naturelle. Dès lors, dans cette société, l'individu doit assumer la place qui est la sienne dans le cadre, justement, qui lui est fourni par les héritages sociaux. En conséquence, la tradition apparaît comme véritablement constitutive du lien social. Les individus vont autant que possible chercher à préserver ce lien social qui est le leur, qu'ils ont reçu en quelque sorte comme un héritage. Ils vont autant que possible chercher à concevoir ce rapport social comme une dette qui leur a été transmise et qui, en conséquence, implique pour eux l'obligation de la préserver et de la transmettre à leur tour aux générations futures. Dans cette optique, donc, le lien social n'est pas ressenti comme étant oppressant, comme on pourrait l'envisager aujourd'hui, mais il est vraiment conçu comme étant un don qui est fait à l'individu. Il donne à l'individu sa raison d'être, le sens de son existence, sa culture, sa profession, ses liens sociaux, sa famille, etc.
En conséquence, le lien social est ici perçu comme quelque chose de positif, même si l'individu y est pleinement intégré, pleinement soumis. On voit évidemment toute la différence qui peut séparer cette conception de celle que nous avons aujourd'hui et qui considérerait sans doute cette intégration forcée comme étant contraire à la liberté individuelle. Un mot maintenant sur les aspects historiques de cette conception. Sous l'Antiquité, gréco-latine notamment, les individus étaient effectivement entièrement intégrés dans une cité politique à qui ils étaient complètement soumis et qui leur donnait à la fois leurs préceptes de vie publique comme privée. On connaît la fameuse cité idéale de Platon, dans laquelle les classes sociales sont divisées dès la naissance. Les enfants sont répartis selon le métier qu'ils auront à effectuer. Une société donc qui ne laisse aucune latitude, aucun choix aux individus. Cette cité aujourd'hui ne nous paraîtrait sans doute pas très idéale, mais il faut la replacer dans le contexte antique qui était celui de Platon. Dans son grand livre « La cité antique », au XIXe siècle, Numa Fustel de Coulanges a expliqué que cette société antique était aussi holiste parce qu'elle était conçue à la fois comme une société politique, mais aussi comme une société religieuse. La cité antique était à la fois un État et une Église. Les dirigeants, les magistrats étaient considérés aussi comme des prêtres et les lois comme des préceptes religieux. Le bannissement était une excommunication et il fallait donc vénérer cette cité qui était à la fois politique et religieuse. Ce qui explique effectivement le poids des structures sociales dans l'Antiquité, aussi bien en Grèce antique que sous l'Empire romain. Les choses évoluèrent évidemment à partir du Moyen-Âge, notamment avec la conception séparée du temporel et du spirituel, de l'Église et de l'État. À partir du Moyen-Âge et jusqu'à la Révolution française, la société donc politique, est organisée sous la direction d'un roi de façon hiérarchisée. Il existe en effet ce que l'on appelle des corps intermédiaires, c'est-à-dire des groupements sociaux qui réunissent les individus de manière plus ou moins spontanée, de manière plus ou moins naturelle, et qui leur donnent justement une place précise dans la société. Il existe ainsi par exemple des provinces ou des villes, il existe des paroisses ou des corporations de métiers, il existe un socle familial important, il existe des confréries monastiques ou des guildes ou des jurandes, bref, tout un ensemble de groupes sociaux qui sont immémoriaux dans la mesure où ils ont été fondés et où ils sont préservés par la tradition et les coutumes, et dans lesquels les individus sont intégrés en fonction de leur lieu de naissance, pour la ville ou la paroisse, ou en fonction de leur profession, pour la corporation de métier. On aboutit donc à cette situation d'une société d'ordre ou d'État, où les individus sont donc placés logiquement dans une position sociale prédéfinie. Dans cette conception, et c'est la deuxième remarque que l'on peut faire sur cette période médiévale, dans cette conception, les individus n'ont pas de droit abstrait contre l'État, ils ont en réalité des droits qui découlent pour eux de leur placement ou de leur positionnement dans un groupe social. Aujourd'hui, nous avons des déclarations de droits qui nous protègent tous semblablement de façon abstraite. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par exemple. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, il existait ce que l'on appelle les privilèges. Les privilèges, comme vous le savez, viennent du terme latin leges privatae, c'est-à-dire loi privée. En effet, chaque groupe social possédait son corps de lois privées, de privilèges, qui étaient reconnus par la coutume ou par une charte donnée par le seigneur ou par le roi. Chaque individu possède donc des droits
qui lui étaient attribués, mais en tant qu'il était membre d'un groupe. Telle corporation de métier, des brasseurs ou des tanneurs par exemple, disposaient de droits octroyés aux professionnels en raison de cette corporation de métier. Les villes disposaient aussi d'une charte octroyée par le roi ou par le comte ou le duc qui fondait la ville et qui octroyait aux habitants de cette ville des droits, notamment en matière fiscale par exemple. Il y avait donc un morcellement du droit. Les règles juridiques n'étaient pas les mêmes en fonction des personnes, selon leur lieu de naissance, de vie, leur profession, leur religion, etc. Il y avait donc ici un morcellement du droit qui reposait sur cette idée de privilège. Néanmoins, et c'est le dernier point qu'on peut relever sur cette présentation de la monarchie d'Ancien Régime, la situation n'était pas aussi holiste que dans l'Antiquité. L'individu n'était pas autant soumis à la société ou aux groupes sociaux que dans l'Antiquité. Deux raisons à cela, très rapidement, une nouvelle fois. Première raison, il faut bien sûr évoquer l'évolution induite par le christianisme qui a reconnu la notion de dignité de la personne humaine, que ne connaissait pas l'Antiquité. En conséquence, cette dignité empêche que l'individu soit considéré seulement comme un rouage de la société. Il l'est bien sûr dans la pratique, néanmoins, on reconnaît que la finalité dernière, l'objectif ultime de l'existence, c'est le salut de l'âme, et le salut, c'est individuel, par définition. Deuxième raison qui fait que ce holisme d'Ancien Régime est moins vif que celui de l'Antiquité, deuxième raison, les corps sociaux sont multiples. Ils sont nombreux, ils sont divers, j'en ai cité quelques exemples. En conséquence, l'individu n'est pas pleinement soumis à un seul et unique groupe social qui lui donnerait à la fois ses règles de vie et sa position sociale. Il est au contraire partagé entre plusieurs groupes sociaux qui peuvent donc, j'allais dire, se neutraliser les uns les autres pour octroyer à l'individu une marge de liberté plus grande que sous l'Antiquité. Donc, la société médiévale et d'Ancien Régime est bien holiste, elle accorde effectivement la priorité au tout social, dirigé par le roi notamment, mais néanmoins l'individu retrouve un peu plus de liberté que dans l'Antiquité. C'est cette situation qui évolua bien sûr avec la Révolution française. J'en arrive ainsi au deuxième temps de ma démonstration. La Révolution française, deux points, la société des égaux. On dit souvent que la Révolution française a été un échec politique. En effet, la Révolution a échoué à instaurer un nouveau régime politique. Elle a détruit l'ancien, mais elle n'est pas parvenue à instaurer un nouveau gouvernement stable. Entre 1789 et 1804, ce sont 7 régimes politiques successifs en 15 ans qui se sont succédés. De même, tout le XIXe siècle, comme vous le savez bien, est traversé par des coups d'État et des changements de régime fréquents. Ce n'est qu'à partir de 1879, 100 ans presque après le début de la Révolution, que la France, avec la Troisième République, connaîtra une certaine stabilité politique. Donc, d'un point de vue politique, la Révolution n'a pas été un succès immédiat, quoiqu'elle ait posé de nouveaux principes. En revanche, et c'est l'objet de mon propos ici, en revanche, elle a créé une nouvelle société. Une société donc des égaux. J'emprunte ce titre au livre de Pierre Rosanvallon, La société des égaux, qui explique justement ce changement. Sur ce terrain, la Révolution française, en effet, a eu deux mouvements. Premièrement, un mouvement que je qualifierais de négatif, elle a détruit, elle a fait table rase, selon la formule connue, de ce qui existait auparavant. Et puis, dans un mouvement plus positif, cette fois-ci, elle a construit ou reconstruit une société sur de nouveaux principes. On va voir cette tendance, cette double tendance dans les développements de cette Révolution française.
Dans un premier temps, donc, la Révolution française a détruit, a supprimé les corps intermédiaires et tous ces groupes sociaux qui constituaient la société d'Ancien Régime. Par le décret d'Allard et par la loi Le Chapelier de 1791, qui sont toujours en vigueur dans le droit français actuel, la Révolution française, en effet, a interdit les corps intermédiaires et les groupes sociaux. Elle ne voulait connaître que l'individu et l'État face à elle. On a donc ici une évolution considérable des structures sociales par rapport à l'Ancien Régime. En effet, comme l'explique Isaac Le Chapelier, rapporteur sur la loi du même nom, la loi Le Chapelier de 1791, l'objectif est que les individus soient libérés de tous les groupes sociaux qui pourraient intercaler entre l'individu et la volonté générale de quelconque intérêt catégoriel. L'objectif est qu'il n'y ait plus que l'individu face à l'État. L'objectif de la loi Le Chapelier et du décret d'Allard est de consacrer des libertés économiques, la liberté du commerce et de l'industrie, la libre concurrence notamment, deux notions qui sont toujours, je le disais, présentes dans notre droit français. Pour cela, pour assurer une liberté économique et assurer un épanouissement du marché, ces deux textes ont entendu supprimer tous les groupements communautaires qui pouvaient exister et qui freinaient cette liberté et cette libre initiative individuelle. C'est le cas par exemple des corporations de métiers qui pouvaient en effet conduire les relations de travail à être encadrées dans le cadre d'un groupe social. Désormais, dans la relation de travail, c'est le lien entre le salarié et l'employeur qui prévaut, un lien individuel, conclu généralement autour d'un contrat de travail, et qui va donc permettre une certaine individualisation des rapports sociaux. Les révolutionnaires, néanmoins, on retrouve ici cette double tendance positive-négative, les révolutionnaires, en ayant fait table rase de ces groupes sociaux, vont néanmoins donner un cadre à cette individualisation des rapports sociaux. Ce cadre, nous le connaissons, c'est le cadre de la nation. Les révolutionnaires considèrent en effet que la nation, du fait qu'elle est justement uniforme et qu'elle englobe tous les individus, peut donner un cadre unitaire à leurs relations sociales. Un cadre dans lequel tous les individus seraient placés à égalité de cette nation. Un cadre où les individus pourraient donc agir sans être contraints dans la moindre de leurs actions quotidiennes, mais qui préserverait néanmoins l'unité politique de l'État. On sait que l'un des grands enjeux de la Révolution française, c'est justement de conserver cette unité, comme on disait à l'époque, cette indivisibilité de la République. Notions qui sont toujours consacrées à l'article 1er de la Constitution française. Deuxième aspect de cette évolution, de cette rupture révolutionnaire, deuxième aspect, c'est également la suppression de tous les privilèges de l'Ancien Régime, de toutes ces lois privées qui organisaient les groupes sociaux. L'abolition des privilèges, comme on le sait, date de la fameuse nuit du 4 août 1789, dès le début de la Révolution française. C'est l'un des premiers actes de cette Révolution française. On supprime donc toutes ces lois privées qui donnaient des règles juridiques différentes aux individus selon leur position sociale ou selon leur métier, leur lieu de naissance, etc. L'objectif de cette suppression, c'est d'assurer justement une égalité des individus, une égalité juridique. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans son article 6, précise ainsi qu'elle punisse ou qu'elle protège, la loi est la même pour tous, les citoyens sont tous égaux à ses yeux. La loi est donc la seule règle qui peut s'imposer aux individus, la loi étant réputée être voulue par la nation. Il est logique que cette nation puisse imposer
aux individus, par le biais des représentants élus, une loi, des règles juridiques pour encadrer leurs relations sociales désormais réduites à des relations individuelles. Cette égalité, on peut tout de suite le préciser, est une égalité strictement juridique. Il ne s'agit en aucune façon, pour les révolutionnaires, de nier toute forme de distinction sociale, toute différence de prestige entre les professions, toute différence de propriété ou de fortune. Simplement, ces différenciations sociales, ces différentes places acquises dans la société, ne doivent pas être déterminées par la naissance ou par les règles juridiques, mais, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme de 1789, elle doit résulter uniquement des vertus et des talents personnels. Donc, volonté ici d'avoir un droit uniforme qui va donc, du fait qu'il s'applique à tous, créer une égalité entre les différents citoyens. C'est en effet ici une égalité juridique qui va rendre finalement tous les citoyens similaires, en tout cas du point de vue du droit. Tous les citoyens sont les mêmes pour la nation, à qui elle adresse, puisque la nation, leur adresse à tous la même règle. D'une certaine façon, les individus sont ainsi interchangeables pour la nation, puisque pour elle, ils sont tous identiques. Le droit, en tout cas, ne fait plus de différence entre les individus. De cette façon, et j'y reviendrai dans un instant, les révolutionnaires espéraient assurer une certaine uniformité, une certaine homogénéité de la nation, et donc des citoyens composant cette nation. Venons-en donc au XIXe siècle. Avec un titre un peu long, j'en suis désolé, le XIXe siècle, une société de masse atomisée, générant une tension entre liberté et solidarité. Alors, comme je le disais, le but de cette troisième et dernière sous-partie sera de nous permettre d'effectuer un survol très rapide du XIXe siècle, période très importante pour notre sujet, puisque, je vais l'indiquer, il a vraiment permis d'installer l'individualisme tel que nous le connaissons aujourd'hui dans la société française. Peut-être pouvons-nous ici reprendre les traces d'Alexis de Tocqueville que j'ai cité en introduction et qui explique justement comment de la structure révolutionnaire nous sommes arrivés à l'individualisme tel qu'il le constate aux États-Unis. Le premier point de son raisonnement, le départ de sa réflexion, c'est la notion de démocratie. Mais alors attention, il n'entend pas ici le terme démocratie dans le sens normal, courant de l'expression. En effet, la démocratie, c'est un régime politique, comme vous le savez, qui donne le pouvoir et le pouvoir de décision, notamment au peuple. La Constitution française reprend cette idée, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est donc un type de régime politique. Mais ce n'est pas ce sens qu'Alexis de Tocqueville donne à l'idée de démocratie. D'après lui, dans ses différents écrits, la démocratie, c'est plutôt une condition où l'égalité règne. En d'autres termes, c'est l'égalité des conditions des individus. Nous employons parfois cette expression de démocratie lorsque nous parlons d'une démocratisation, par exemple, de l'accès aux congés payés ou aux vacances, ou bien encore à l'éducation ou à l'informatique. Nous évoquons ici le fait que de plus en plus de personnes puissent accéder à ces services ou à ces temps de repos ou de travail. Il évoque donc ici l'idée de démocratie comme étant celle où les conditions des individus sont juridiquement, en tout cas, égales. C'est la situation donc qui est résultée de cette société des égaux que j'évoquais à propos de la période révolutionnaire. La question qu'il se pose ensuite est de savoir comment de cette démocratisation, de cette société des égaux, a pu jaillir une société de masse atomisée. Je vais expliquer chacun de ces termes. Deuxième temps de son raisonnement, il explique donc que cette société égalitaire a conduit les individus
à être tous placés sur un pied d'égalité, logiquement, et que donc, d'un point de vue général, ces individus forment désormais une masse sans qu'il y ait entre eux de différenciation, de hiérarchie, en tout cas d'un point de vue juridique. Toutes les professions, en effet, sont désormais ouvertes à tous, je le disais, si bien que les individus peuvent légitimement prétendre accéder à toutes ces places, à tous ces emplois, à toutes ces professions. Il n'existe aucune hiérarchie entre eux, si bien qu'aucun individu n'est légitime à imposer ses ordres ou son influence ou son ascendant à un autre individu. En conséquence, il y a donc une société de masse dans la mesure où, contrairement à la société d'Ancien Régime, il n'existe pas de hiérarchie naturelle ou spontanée entre les individus. En conséquence, la société va produire alors une espèce d'atomisation. Qu'entend-on par là? L'idée d'atomisation renvoie bien sûr à l'idée d'atome. Dans une société dite atomisée, tous les individus sont libres de leur trajectoire ou de leur implantation. Ils n'ont plus de liens sociaux avec d'autres individus qui les enchaînent à une place précise de la société. Ils peuvent changer de lieu de vie, de profession, s'orienter vers d'autres destins. Ils n'ont donc plus d'entrave sociale qui les ligote à une place prédéterminée. On parle donc d'atomisation sociale parce que, invinciblement, du fait de leur égalité et d'absence de hiérarchie, les individus vont être déliés les uns des autres et donc s'éloigner irrémédiablement les uns des autres. On a donc ici une société d'égalité, donc, dans laquelle les individus ne sont plus enchaînés les uns aux autres. J'insiste sur ce point parce que, vous l'aurez compris, c'est là l'une des caractéristiques fondamentales de l'individualisme. Ce n'est pas la seule, et ce n'est pas ce qu'il a défini de façon primordiale, mais c'est néanmoins une condition essentielle de l'individualisme. En conséquence de cette atomisation sociale, la société va alors être un lieu de compétition ou de concurrence entre les individus pour obtenir justement les emplois, publics ou privés, pour obtenir les biens, les richesses qui peuvent être sollicités ou obtenus dans les relations sociales. On sait que le libéralisme économique encourage ce type de concurrence comme étant la meilleure façon de réaliser l'intérêt général. On sait à l'inverse que d'autres courants politiques, socialistes par exemple à l'époque, freinent et considèrent que c'est une mauvaise solution pour garantir l'intérêt général. Je ne rentre évidemment pas dans ces débats politiques. Dans cette conception, donc, la société devient rapidement un lieu où les individus peuvent donc s'épanouir librement, aspect positif, mais où il y a évidemment des conséquences négatives qui vont émerger dès le XIXe siècle. À partir de là, en effet, il existe une tension que j'ai brièvement évoquée en introduction, une tension ou une opposition entre la liberté et l'indépendance individuelle d'un côté, et de l'autre côté, la nécessaire vie en société, et donc une nécessité également de faire vivre des relations sociales qui reposent sur une certaine cohésion, une certaine concorde entre les individus. Les révolutionnaires, je l'avais indiqué tout à l'heure, avaient conçu cette concorde dans le cadre de la nation. Ils considéraient qu'en plaçant tous les individus sur un pied d'égalité, face à cette nation unique et englobante, ils permettraient de réaliser la fraternité entre les individus. En effet, rappelons que le terme nation vient du latin et signifie naissance en latin, de même que le terme patrie vient du terme pater, qui veut dire père. En mettant tous les individus à égalité face à cette mère, la nation, et à ce père, la patrie, on espérait en faire des frères.
avec donc une fraternité qui les lie spontanément les uns aux autres. Tous placés sur un pied d'égalité face à l'État, on espérait qu'ils soient donc solidaires et fraternellement unis les uns aux autres. Ce calcul ne s'est pas révélé aussi exact que l'avaient espéré les révolutionnaires, et le XIXe siècle a en effet montré qu'il y avait une compétition entre les individus qui pouvaient bénéficier à certains et au contraire laisser les autres sans ressources, ou en tout cas moins bien dotés que les premiers. On pense bien sûr ici à la monumentale œuvre de Balzac, La Comédie humaine, qui décrit justement ces passions et ces arrivismes dans la société bourgeoise du XIXe siècle. Aussi, dès le deuxième tiers du XIXe siècle, dès les années 1925-1930, on a compris que cette structure sociale pouvait produire des effets négatifs. Dès la monarchie de Juillet, dès 1840, avec notamment le fameux rapport Villermé, on s'est par exemple inquiété de la position et du devenir de la classe ouvrière. L'urbanisation, la création des grandes villes, a créé une certaine promiscuité sociale, avec des conditions de vie et d'hygiène déplorables, avec des problèmes tels l'alcoolisme ou les problèmes d'hygiène, qui ont pu générer dans la classe ouvrière certaines difficultés. Notamment, le problème a été que les ouvriers ou les salariés n'étaient plus protégés par une corporation de métier, comme dans l'Ancien Régime, et devaient donc accepter les conditions de travail imposées par leur patron, dont ils étaient économiquement dépendants. On avait donc une situation qui reposait foncièrement sur une différence entre les classes sociales que Marx, on le sait, a critiqué de façon virulente. On peut aussi, de façon un peu moins stricte, évoquer les romans d'Émile Zola qui décrivent cette situation. Ça se passe, les Rougon-Macquart se déroulent sous le Second Empire, mais néanmoins, la situation de la classe ouvrière y est assez largement décrite. C'est d'ailleurs à cette époque, je l'avais indiqué en introduction, qu'apparaît le terme même d'individualisme, pour décrire justement cette société dont les conséquences s'avèrent parfois dommageables. À cette époque aussi, apparaît l'idée de solidarité. La solidarité, en effet, a été pensée comme un substitut à l'absence de liens sociaux obligatoires. Il s'agissait, grâce à cette idée de solidarité, de donner aux individus une raison de vivre ensemble, une raison d'avoir entre eux des liens sociaux. À l'époque, la solidarité comprend deux aspects, deux dimensions. D'une part, elle comporte une dimension que je qualifierais de holiste, c'est-à-dire une dimension qui englobe l'individu. Dans cette première dimension, en effet, l'idée est que l'individu a une dette sociale vis-à-vis de la société qui l'a fait naître, qui lui a donné des avantages matériels, qui lui a donné sa culture, sa langue, etc. Donc il y a d'abord une dimension holiste. Et puis la solidarité comprend aussi une dimension plus individualiste, qui consiste cette fois à imposer aux individus d'être solidaires des plus démunis. Cette dimension individualiste impose donc aux individus les plus aisés de venir au secours des individus les plus défavorisés. La solidarité est alors pensée comme étant un substitut à cette déliaison sociale, à cet atomisme social, en vue justement de permettre une certaine dynamique positive dans cette société atomisée. Enfin, à la fin du XIXe siècle, dans le dernier tiers, grosso modo, du XIXe siècle, on va commencer à admettre de nouveaux groupes sociaux. C'est ce que j'appellerais ici des collectifs privés. En effet, depuis la Révolution française, il existe toujours un collectif public, si l'on veut,
c'est-à-dire une nation, une société politique organisée par l'État qui donne à chaque citoyen des droits, le vote, l'éligibilité, etc. Il existe donc depuis toujours ce collectif public, cette sphère publique organisée par l'État. En revanche, à compter des années 1860, 70, 80 surtout, les groupes sociaux vont aussi pouvoir regrouper des individus dans le but de satisfaire leurs besoins ou leurs intérêts privés. C'est ce que j'appelle ici des collectifs privés. Les sociétés coopératives agricoles sont créées. Les syndicats sont autorisés à partir de 1884. Ils étaient interdits avant, depuis la Révolution française. Les associations peuvent aussi se constituer librement, comme le prévoit la loi de 1901, toujours applicable aujourd'hui, à l'exception des congrégations religieuses, dont le sort est réglé par la fameuse loi de 1905 sur les congrégations religieuses et sur la séparation des églises et de l'État. Les partis politiques, également, se rassemblent et se constituent. Bref, à la fin du XIXe siècle, des groupes sociaux, créés par les individus, réapparaissent. Ces groupes sociaux, et c'est un enseignement très précieux pour nous, ont deux caractéristiques qui les distinguent à la fois de la sphère publique, de l'État, mais aussi des groupements sociaux, des corps intermédiaires de l'Ancien Régime. D'abord, première caractéristique, ces groupes sociaux sont artificiels. Je veux dire par là qu'ils sont créés par les individus pour répondre à un besoin ou à un intérêt commun, ponctuellement ou de façon plus durable, mais le groupe social est alors conçu comme étant un outil au service des individus. Une association sportive pour exercer un sport, un parti politique pour espérer conquérir le pouvoir, etc., etc. On voit la différence avec l'Ancien Régime, où les groupes sociaux, les corps intermédiaires, étaient alors conçus comme étant spontanés, naturels, créés par la coutume, et que les individus devaient préserver. Deuxième caractéristique de ces collectifs privés, à compter du XIXe siècle, ils sont également volontaires. L'individu ne rejoint ce groupe social, cette association par exemple, que s'il le souhaite. Un salarié n'est pas intégré de force, j'allais dire, dans une corporation de métier, du simple fait qu'il exerce une profession. Il peut librement, s'il le souhaite, adhérer au syndicat de son choix. De même, il n'est pas nécessaire d'être membre d'un parti politique pour participer à la vie démocratique de la nation. Bref, ces collectifs privés qui se constituent à la fin du XIXe siècle présentent cette caractéristique d'être voulus par l'individu et seulement dans la mesure où l'individu le souhaite. C'est ici un enseignement précieux pour nous parce que, comme on le voit, il est possible, grâce à cette renaissance des collectifs privés, de trouver un équilibre entre la liberté des individus et l'existence de groupes et de liens sociaux. La conciliation est faite en admettant une liberté initiale de l'individu qui peut ensuite se lier avec d'autres individus ou rejoindre un groupe social déjà constitué de façon volontaire. On a donc ici, et c'est la situation que nous allons étudier aujourd'hui, nous avons donc ici une renaissance de ces groupes sociaux qui doit se concilier avec la liberté individuelle. Venons-en à la situation actuelle. L'individualisme aujourd'hui, une société façonnée par l'individu. Alors, un petit mot d'introduction sur cet intitulé et sur la signification précise qu'il peut avoir. On a dit donc que, dans le courant du XIXe siècle, la société atomisée avait libéré les individus les uns des autres de structures sociales trop oppressives ou trop présentes. À partir de là, donc, on a tendance parfois à considérer que l'individualisme désigne justement cette société où les individus font preuve justement d'égoïsme ou de narcissisme,
sans s'inquiéter du destin des autres ou de la société, qui génère donc beaucoup de marginaux, d'exclus, de personnes dépendantes ou au contraire abandonnées. Donc on aurait ici une idée d'individualisme qui vire à l'égoïsme. Alors il n'est pas exclu que cette structure sociale puisse générer effectivement de l'individualisme, et au sens d'égoïsme cette fois-ci. Mais néanmoins, ce n'est pas essentiellement cela qui doit caractériser, dans une perspective sociologique, l'idée d'individualisme. Il faut ajouter quelques éléments supplémentaires pour en avoir une idée complète. En effet, l'atomisation de la société, que j'ai décrite précédemment, est un cadre éventuellement propice à l'individualisme, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut le caractériser. La particularité de l'individualisme, sans en donner une définition très précise, c'est simplement de donner aux individus la possibilité de façonner eux-mêmes leurs rapports sociaux. Ce qui différencie cet individualisme de l'Ancien Régime, du holisme de l'Ancien Régime, c'est que l'individu peut aujourd'hui déterminer librement les rapports sociaux qui vont constituer son existence. C'est ce que nous allons voir dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps de cette deuxième partie, j'évoquerai dans un petit bilan prospectif les avantages et les inconvénients sociologiques de cette évolution. Tout d'abord donc, voyons la liberté de l'individu de choisir ses rapports sociaux. La liberté de l'individu de choisir ses rapports sociaux. En effet, ce qui caractérise justement la société conçue par l'individualisme, ou façonnée par l'individualisme, c'est que les individus ne sont pas liés les uns aux autres de façon spontanée ou arbitraire. Ce sont eux, au contraire, qui peuvent, dans une certaine mesure, bien sûr, déterminer leurs relations sociales. Ici, première remarque à faire, évidemment, contrairement à l'Ancien Régime, au holisme, on prend l'individu pour point de départ. Ce n'est pas la société entière qui est le point de départ du raisonnement, c'est l'individu, dans sa liberté, dans son indépendance, avec cette idée, ce postulat, que l'individu préexiste aux rapports sociaux qu'il va pouvoir créer. On verra dans la deuxième partie qu'évidemment ce postulat a une certaine faiblesse, dans la mesure où nous vivons tous au sein d'un groupe social, mais néanmoins c'est le point de départ du raisonnement, cette idée, si l'on veut, de l'antécédence de l'individu par rapport à la société, comme si l'individu préexistait à la société. Dans cette caractéristique, donc, l'individu est libre de choisir ses rapports sociaux. François de Singly, notamment, un auteur contemporain, est l'un des théoriciens de cet individualisme dans plusieurs de ses ouvrages, et il définit justement cet individualisme comme étant la possibilité pour un individu détaché de tout lien social obligatoire de définir lui-même ses appartenances, de résister aux évidences d'une identité que d'autres lui imposeraient. D'après lui, donc, ce qui caractérise l'individualisme, c'est la possibilité pour les individus de conclure les rapports sociaux qu'ils souhaitent. Chaque individu pourrait ainsi décider de lier contact avec tel ou tel de ses voisins ou de ses collègues ou de ses amis ou de membres de sa famille, etc., etc. Chacun pourrait donc façonner une société en partant de ses besoins ou de ses intérêts ou de ses envies, etc., selon ses desiderata. On en vient très vite, et c'est une première conséquence négative de cette conception, on en vient très vite à considérer que c'est l'utilité, et seulement l'utilité, qui constitue les relations sociales. Je ne lie de relations avec autrui que si j'en ai besoin, que si autrui peut m'apporter quelque chose. Ici, c'est donc une conception utilitariste qui va régir cette société, qui ne va donc se créer que pour répondre aux utilités individuelles. Dans cette conception, l'échange économique
ou le contrat juridique deviennent rapidement des modèles de lien social. C'est pour nouer un échange économique ou en concluant un contrat juridique, ou les deux, que je vais lier contact avec autrui. Alors bien sûr, on peut analyser les rapports sociaux à travers la dimension économique ou juridique. Acheter une baguette de pain, effectivement, c'est un acte économique. J'acquiers un bien contre de l'argent. On peut analyser ça comme un contrat juridique, non écrit. J'ai conclu un contrat avec le boulanger qui me fournit une baguette de pain, très bien. Mais nous sommes bien conscients que cette analyse est un peu réductrice. Acheter une baguette de pain, c'est aussi peut-être pour une personne, la seule personne avec qui il parlera dans la journée, notamment en ces périodes de confinement. Il y a donc toujours plus dans une relation sociale, même intéressée, qu'un simple échange de biens, de services ou d'obligations. Inversement, deuxième remarque sur cet individualisme, puisque l'individu peut choisir ses relations sociales, il peut aussi choisir de les laisser mourir, de ne plus poursuivre un lien social avec les personnes qu'il ne souhaite plus voir parce qu'elles génèrent des contraintes insupportables ou parce qu'il n'y trouve plus d'utilité. Dans cette perspective, donc, l'individu peut aussi décider de laisser un lien social se détruire ou y mettre un terme de façon unilatérale. C'est pourquoi, notamment, on peut relever, dans une certaine mesure, une perte de l'engagement. On parle souvent d'une crise de l'engagement, que ce soit la stabilité des professions que nous embrassons, ou bien les diminutions de mariage ou l'augmentation des divorces, ou bien parfois la diminution des vocations religieuses, etc. Nous avons de plus en plus de mal à concevoir nos relations sociales dans la durée et nous engager de façon définitive ou permanente sur une relation sociale, professionnelle ou personnelle, nous paraît de plus en plus difficile. Ce n'est pas un hasard si la Révolution française elle-même avait déjà interdit les vœux perpétuels pour les religieux ou avait été la première à voter une loi autorisant le divorce. La liberté s'accommodait mal et s'accommode mal de liens sociaux perpétuels. Troisième conséquence, ici, troisième caractéristique, la société change alors de dimension. Elle n'est plus tellement un tissu social qui enserre les individus de façon impérative. On a plutôt ici l'image du réseau. L'image du réseau, c'est l'idée que chaque individu est en quelque sorte un point de jonction dans la société et qu'il va pouvoir se lier avec autrui, volontairement donc, et de cette façon créer un réseau de contacts professionnels ou personnels, familial ou associatif. Bref, l'individu se conçoit vraiment comme le point nodal de ce réseau social au sein duquel il s'intègre librement, volontairement. La société, en conséquence, en est dévalorisée. Les groupes sociaux en sont dévalorisés. On parle parfois d'une société liquide pour décrire cette situation, dans la mesure où on ne peut pas saisir cette société de façon précise, elle est soumise aux volontés individuelles. Deux exemples pour donner un petit peu de concret à cette analyse théorique. Deux exemples. Premier exemple, la question de la famille. C'est un exemple intéressant parce qu'il montre justement le radical bouleversement entre les conceptions traditionnelles et individualistes. Dans la conception traditionnelle, telle qu'elle était encore consacrée par le Code civil en 1804, la famille est considérée comme une institution. Elle est une institution qui englobe ses membres, les individus donc, et qui a un intérêt particulier, l'intérêt général de la famille, si l'on veut, intérêt qui s'impose aux individus et qui justifie de restreindre leurs droits. Depuis 1804, par exemple, on le sait, les législations sur la famille étaient relativement précises. Elle interdisait, par exemple, l'adultère, qui était un délit pénal. Elle interdisait
aux parents de reconnaître leurs enfants adultérins, nés hors mariage. Elle donnait, on le sait, plus de droits à l'homme qu'à la femme, etc., etc. L'évolution sociale et l'individualisme ont fait évoluer ce schéma traditionnel. À partir des années 60, notamment, le droit de la famille a reconnu et a même émancipé les individus de l'institution familiale en reconnaissant et en protégeant les droits des individus au détriment de l'intérêt familial global. On a placé, par exemple, sur un pied d'égalité les enfants naturels nés hors mariage des enfants légitimes. On a égalisé les droits des époux, de l'homme et de la femme. On a instauré un divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire sans faute. Les individus peuvent donc se séparer s'ils le veulent tous les deux. Bref, on a donné aux individus plus de liberté, plus de droits, au détriment donc de la structure familiale conçue comme une société ou comme la base de la société. Évolution symptomatique également avec le mariage, qui n'est plus conçu comme la base d'une famille, mais comme plutôt la rencontre de deux individus liés par des sentiments très forts et qui entendent se lier par un contrat, si l'on veut, et qui donc fait primer ici l'intérêt de ces partenaires sur l'intérêt d'une famille. Deuxième exemple, c'est également l'exemple des réseaux sociaux. Toutes ces plateformes numériques ou tous ces réseaux numériques tels Facebook, Twitter, etc. C'est évidemment l'image du réseau qui est ici utilisée pour décrire ces plateformes numériques. Les individus dans ces plateformes, par le biais de ces réseaux numériques, peuvent créer des liens sociaux de façon rapide, créer des amis sur Facebook ou bien avoir des rapports professionnels rapides par le biais de LinkedIn par exemple. De cette façon, ils s'habituent, et notamment les plus jeunes générations, s'habituent à concevoir la société par le biais de ces réseaux sociaux comme étant véritablement une manière de concevoir les relations sociales. C'est en effet par le biais de ces rapports sociaux rapides, virtuels, que les individus en viennent à considérer leurs propres relations sociales réelles. Les réseaux sociaux sont donc ici un facteur assez logique d'individualisme. En conséquence, puisque nous avons ici une structure sociale qui s'est imposée à nous, nous pouvons dire que nous sommes devenus individualistes, non pas dans le sens où nous vivrions sans vivre en société, bien sûr, mais dans la mesure où nous sommes tous enclins à choisir et à sélectionner nous-mêmes nos relations sociales. Nous pouvons à présent évoquer dans un dernier temps du raisonnement les avantages et les inconvénients de cette évolution. Dressons maintenant un petit bilan sur la situation actuelle, sur donc la situation d'individualisme que nous avons décrite. J'évoquerai ici davantage d'ailleurs les inconvénients que les avantages, parce que les avantages, nous les connaissons et nous les percevons tous les jours. Donc je conclurai avec ici un équilibre précaire entre liberté individuelle et solidarité sociale. Je l'ai dit à plusieurs reprises, l'objectif de l'individualisme sociologique ici, c'est de libérer l'individu, de l'émanciper des groupes sociaux qui pourraient lui être trop pesants ou l'imposer trop de contraintes. Notamment, comme l'évoquait la citation de François de Singly que j'avais indiquée, eh bien, l'individu ne doit plus se voir imposer d'identité, de mode de vie ou d'options idéologiques par un groupe social. L'idée ici est de lui laisser la possibilité de choisir lui-même son identité, son mode de vie, ses options idéologiques, religieuses, politiques, etc. L'idée est donc vraiment ici de donner à l'individu plus d'indépendance, plus de liberté. Éventuellement, de le laisser choisir lui-même le groupe avec lequel il s'entendra le mieux et avec lequel il pourra le mieux construire
son identité et sa personnalité. Alors évidemment, évoquer les avantages ici n'est pas difficile. On voit évidemment tous les avantages qui résultent de cette situation. Tout d'abord, évidemment, l'individu est alors libre, plus facilement qu'autrefois, de choisir sa profession, son conjoint, son lieu de vie, etc. Ça a permis également, depuis le XIXe siècle, cette évolution sociale, a permis également de développer l'intimité. Les gens, notamment on le voit dans les habitations, ont souvent une chambre personnelle ou un espace personnel, ce qui n'existait pas dans les époques antérieures. Là aussi, on a une démocratisation de cette intimité qui existait dans la noblesse, dans la bourgeoisie, puis c'est démocratisé. Bref, il y a ici des avantages évidents à cette évolution et peu d'entre nous souhaiteraient revenir sur ces avantages. Néanmoins, comme rien d'humain n'est parfait, cette évolution a aussi entraîné évidemment des inconvénients, des conséquences négatives. Et c'est ceci que je voudrais évoquer ici. Je reviens en effet sur le paradoxe que j'évoquais en introduction. Nous avons conquis un espace de liberté sur lequel nous ne voulons pas revenir, bien sûr, mais nous déplorons dans le même temps les conséquences négatives que peut engendrer cette liberté, notamment l'existence de personnes exclues, de personnes marginalisées. Nous déplorons aussi la perte de qualité de nos rapports sociaux, le fait que nous voyons moins les membres de nos familles, etc., etc. Évidemment, les avantages et les inconvénients sont liés. Permettez-moi un exemple futile ici. Nous avons créé des machines à laver. Nous sommes tous heureux de ne plus avoir nos linges à laver au lavoir du village. C'est vrai. Néanmoins, même si nous sommes contents de ne plus sortir l'hiver laver notre linge dehors, cela générait aussi des relations sociales. C'est lavoir où tout le monde se réunissait pour discuter. Bien sûr, c'est un exemple un peu simple. Néanmoins, on voit qu'une évolution que nous considérons comme positive peut avoir des répercussions plus négatives sur nos rapports sociaux. Évidemment, l'exemple est simpliste, mais nous pouvons le généraliser. Par esprit de simplification, et même si c'est un peu schématique, j'évoquerai dans un premier temps les inconvénients de cette structure sociale pour l'individu, avant de voir les inconvénients pour la société dans sa globalité. Évoquons d'abord les difficultés soulevées par l'individualisme pour l'individu. Je l'ai dit, l'individu, bénéficié de nombreux avantages du fait de cette individualisation des rapports sociaux. Néanmoins, nous pouvons tout de même évoquer certains inconvénients qui résultent de cette évolution. Première critique que l'on peut faire ici, première difficulté, c'est le critère même de la volonté qui est utilisé ici. Je m'explique. On considère désormais que l'individu doit choisir ses relations sociales. Une relation sociale ne serait bonne pour l'individu que s'il l'a voulu, que s'il l'a choisi. Par exemple, nous n'imposons plus aujourd'hui un modèle familial unique. Chacun peut construire sa famille comme il l'entend. Le simple fait que les individus aient choisi un modèle familial donne à ce modèle une valeur. Néanmoins, le problème de ce critère du consentement, de la volonté, c'est qu'il fait primer un élément formel, la forme, le consentement, sur l'élément qualitatif du rapport social. Or, il y a des rapports sociaux que nous avons choisis et qui ne sont pas nécessairement bons, qualitativement bons pour nous. Par exemple, nous sommes parfois inquiets des fréquentations de nos jeunes adolescents. Ils ont beau choisir leur groupe d'amis, nous considérons parfois que c'est un choix qui n'est pas le meilleur pour eux. De même, lorsqu'un juge condamne des individus pour association de malfaiteurs, il ne remet pas en cause le fait qu'ils aient choisi librement leurs liens sociaux, il remet en cause le fait que cette association n'était pas légitime, n'était pas faite pour de bonnes motivations. Donc, nous sommes obligés de tenir compte de la qualité du rapport social institué et non pas seulement du fait qu'il a été consenti. A l'inverse, il y a aussi des rapports sociaux que nous ne choisissons pas
et qui pourtant nous apportent des choses bénéfiques. Nous ne choisissons pas nos parents, évidemment, néanmoins, on peut dire que c'est tout de même la plupart du temps une manière pour l'individu nouveau-né, enfant, etc., de se réaliser. Sans parents, la chose serait bien sûr beaucoup plus délicate. C'est un lien social qui n'est pas choisi, mais qui néanmoins est important, constitutif de l'individu, nécessaire à son épanouissement et à sa maturité. Bref, premier aspect négatif de cette conception, c'est justement de ne s'intéresser qu'à la volonté des individus, sans prendre justement en compte cette qualité des rapports sociaux. Deuxième aspect un peu négatif de cette évolution, c'est qu'en prenant uniquement le point de vue de l'individu, on sacrifie la stabilité ou la cohésion ou l'unité des rapports sociaux. Chaque individu peut, je l'ai dit, mettre un terme à des relations sociales qu'il ne veut plus maintenir. Soit. Néanmoins, la question que l'on se pose est de savoir si, parfois, le choix de ne plus maintenir une relation sociale ne sera pas plus tard regretté par l'individu ou bien encore difficile à gérer d'un point de vue personnel. On peut opposer à cette idée le concept d'enracinement de Simone Weil, enracinement qu'elle décrit comme l'un des besoins les plus importants de l'âme humaine, je la cite. Elle considère en effet que l'individu ne s'épanouit pleinement, donne du fruit, si l'on veut garder la métaphore de l'arbre, que s'il est enraciné, que s'il a des racines dans une famille, dans un groupe social, où il puise son origine. L'idée d'enracinement me paraît intéressante, parce qu'elle ne fait pas primer le groupe social sur l'individu, comme le holisme, mais elle ne donne pas non plus à l'individu toute latitude, autant que l'individualisme excessif pourrait le faire. Elle essaye de montrer que le groupe social peut être bénéfique à l'épanouissement de l'individu dans une perspective d'équilibre entre la liberté individuelle et l'épanouissement de l'individu d'un côté, et puis de l'autre côté, la stabilité de ses relations sociales et de son groupe social auquel il appartient, volontairement ou non. Il y a donc ici un concept intéressant, me semble-t-il, pour décrire et pour trouver cet équilibre entre l'individu et la société, étant entendu que l'idéal est de ne sacrifier ni l'un ni l'autre. Relevons enfin, pour terminer sur ce premier point, sur les inconvénients pour l'individu, relevons enfin quelques carences concrètes, cette fois-ci, de l'individualisme. Première carence, première déficience concrète de cet individualisme, il part du principe que l'individu est libre, en toutes circonstances, de créer librement des liens sociaux ou au contraire de les supprimer. Or, il y a de bien nombreuses circonstances où cette liberté individuelle est écornée, de nombreuses circonstances où cette liberté n'est pas absolue. La psychologie, par exemple, nous donne des exemples où nous sommes plus ou moins contraints ou attirés par d'autres sans avoir une véritable liberté de décision. La sociologie met aussi en avant des déterminismes sociaux. Nous avons tendance à nous rapprocher des gens d'un milieu social comparable au nôtre, etc. etc. Voilà, ça ne nie pas la liberté individuelle, en tout cas ça ne doit pas la nier, mais néanmoins ce sont des limites possibles. Je prendrai ici un exemple que j'ai déjà cité, celui du contrat de travail. Dans l'absolu, évidemment, l'individu est libre de conclure un contrat de travail avec un employeur. Le contrat repose sur le consentement des individus. De même, il est libre de démissionner, de rompre ce contrat de travail. Dans l'absolu, donc, le contrat de travail est un exemple flagrant de la liberté de construire son rapport social. Dans la pratique, on sait néanmoins qu'il n'en est pas tout à fait ainsi. Le plus souvent, le salarié est contraint d'accepter des conditions de l'employeur, même s'il peut y avoir des négociations. De même, on ne peut pas démissionner quand on le souhaite de façon totalement libre. La pression du chômage, évidemment, doit restreindre la volonté de démissionner lorsque l'incertitude nous guette, lorsque l'on n'est pas certain de pouvoir retrouver rapidement une profession. Toutes ces conditions, notamment économiques ou sociales, vont restreindre la liberté du salarié
de choisir ou d'interrompre une relation de travail avec un employeur. Ici, on voit donc que la liberté individuelle n'est pas aussi radicale que pourrait le laisser penser l'idée d'individualisme. Deuxième dimension, deuxième défaillance concrète de cette théorie individualiste, c'est la structure sociale. Je m'explique. L'idée est que l'individu peut librement choisir ses rapports sociaux, soit. Mais pour cela, il faut encore que des rapports sociaux lui soient proposés. Je suis libre de lier socialement mon sort à quelqu'un, encore faut-il que ce quelqu'un accepte la relation sociale avec moi. En conséquence, si personne ne souhaite avoir de relation sociale avec moi, eh bien je vais me retrouver dans une situation solitaire, marginalisée, et on sait que c'est le drame de certaines personnes, malades, âgés, chômeurs, etc. Bref, les occasions malheureusement ne manquent pas, et évidemment ici, ce n'est pas forcément la volonté de l'individu de rester seul, mais c'est tout simplement la situation sociale, ou l'absence de situation sociale, qui va générer cette situation. Alors évidemment, des solutions ont été cherchées pour remédier à cet isolement, qui est considéré par tout le monde, tenant de l'individualisme ou pas, comme un effet négatif, indésirable, contre lequel il faut lutter. Tout d'abord, on a revivifié l'idée de solidarité. On a remis à l'honneur cette idée de solidarité. Mais, contrairement à la théorie qui en avait été faite au XIXe siècle, la solidarité ici n'a plus deux volets, deux faces, face holiste, dette de l'individu envers la société, et face individualiste, aider les plus démunis. Aujourd'hui, elle n'est bien souvent conçue que sous son volet individualiste. La solidarité doit permettre d'aider les personnes les plus défavorisées. Soit, la difficulté, c'est que ce système est organisé par l'État, par le biais de la sécurité sociale, par le biais des aides, des allocations, etc., etc. Le problème qui en résulte, si cela permet néanmoins d'aider les plus démunis, c'est une chose, mais le problème, c'est que les individus qui participent à cette solidarité instituée par l'État-providence n'ont plus ce sentiment à l'égard de la société ou à l'égard d'eux-mêmes d'avoir une solidarité justement à maintenir avec autrui. L'État s'en charge, pourquoi prendrait-on le temps nous-mêmes de générer une solidarité spontanée avec les autres? La logique de redistribution instituée par l'État est donc peut-être nécessaire, mais elle n'aide pas les individus à créer des solidarités de fait entre eux. Évidemment, il ne faut pas généraliser, les individus, par le biais d'associations notamment, s'inquiètent du sort des autres, bien sûr. Je parle ici évidemment des structures en général. Voilà donc pour les quelques éléments négatifs qui peuvent peser sur l'individu solitaire. Venons-en à présent pour terminer sur les difficultés que soulève l'individualisme pour la société. Je l'ai dit déjà, évidemment, la distinction individu-société a quelque chose de factice et d'artificiel, dans la mesure évidemment où les deux ne se conçoivent pas l'un sans l'autre. Néanmoins, comme je l'ai indiqué, l'individualisme de nos sociétés a protégé l'individu et lui a accordé une certaine liberté qu'il ne possédait pas dans le système holiste ancien. Donc, dans l'équilibre qui est institué entre l'individu et la société, évidemment, l'individu a gagné des avantages supplémentaires, la société, quant à elle, a plutôt subi les conséquences négatives de cette évolution. Tout d'abord, je l'avais indiqué déjà, la conception de l'individualisme conduit à une nouvelle représentation de la société. La société n'est plus tellement conçue comme un tissu social harmonieux, hiérarchisé, où les individus s'intègrent spontanément, comme les parties d'un organisme. Désormais, la société est plutôt conçue sur l'image du réseau, un réseau qui est donc façonné par l'individu librement
selon ses volontés, ses intérêts, ses utilités, ses besoins. En conséquence, la société est donc rabaissée, si l'on veut. L'individu se conçoit comme étant extérieur à elle. Désormais, on conçoit d'ailleurs la société sur le mode du vivre ensemble. C'est le terme que l'on emploie fréquemment et que l'on entend fréquemment pour décrire justement la cohabitation des individus dans la société. Cette notion française du vivre ensemble est rattachée par la Cour européenne des droits de l'homme, dans une décision SAS contre France de 2014, à la protection des droits et libertés individuels. En effet, le vivre ensemble permet simplement aux individus de préserver les droits et libertés d'autrui. En effet, l'objectif du vivre ensemble, c'est assurer que les individus fassent preuve de tolérance ou de respect vis-à-vis de leurs voisins, de leurs collègues, de leurs contemporains de façon générale. Évidemment, pour l'individu, on comprend l'intérêt de cette notion. En revanche, si l'on se place du point de vue de la société, l'inconvénient de cette notion de vivre ensemble est qu'elle est purement négative. Elle décrit ce qui ne doit pas être, elle n'évoque pas ce qui devrait être pour faire société. En d'autres termes, la notion de vivre ensemble n'est pas une garantie de cohésion sociale, de stabilité des rapports sociaux ou d'unité entre les individus. Elle permet simplement une cohabitation que l'on espère pacifique entre ces individus. En conséquence, on peut relever 3 dimensions négatives, 3 conséquences négatives pour la société. Première conséquence négative, la société n'est plus considérée comme étant transcendante, supérieure aux individus. Dans la conception holiste, en effet, la société était vraiment placée en surplomb des individus. Elle les dominait, si l'on veut, elle les intégrait en tout cas dans un réseau hiérarchisé le plus souvent, et donc elle prévalait sur les individus. Ceux-ci étaient débiteurs vis-à-vis de la société, mais le tout social prévalait sur ces parties. Avec l'individualisme, c'est l'inverse. L'individu est premier, il préexiste à la société d'une certaine façon, puisqu'il est en mesure de façonner lui-même ses relations sociales. La société devient donc malléable au gré des volontés individuelles. Le problème de cette perte de transcendance de la société, c'est qu'elle n'est plus en mesure d'imposer des modèles de comportement aux individus. On se retrouve dans la situation dépeinte par Émile Durkheim, notamment dans son livre sur le suicide ou sur la division du travail social. On se retrouve donc dans une situation que l'on appelle l'anomie. L'anomie, c'est une absence de modèle de comportement prescrit par la société. Modèle de comportement qui nous donne une représentation de nos relations entre nous, qui nous donne des règles de civilité, de politesse, des coutumes ou des traditions à suivre, et qui donc harmonise nos relations sociales en leur donnant une référence, une coutume, une tradition objective pour nous comporter vis-à-vis des autres. Les règles de politesse en sont bien sûr l'exemple le plus flagrant. On sait que les règles de politesse ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. On ne se salue pas de la même façon en Asie, en Amérique, en Europe. Néanmoins, dans tous les cas, quelle que soit leur diversité, ces règles de politesse permettent de régler nos rapports sociaux, de témoigner à autrui notre respect, notre connaissance, si l'on veut. Dans une société individualiste, du fait que l'individu s'émancipe des groupes sociaux, ces règles de civilité, de politesse ou autres, la culture de façon générale, perd de son intensité. Elle ne s'impose plus de façon impérative, autoritaire, aux individus. L'individu, comme le dit François de Singly, a de plus en plus tendance à revendiquer une libre expression de son authenticité,
de sa personnalité, en revendiquant le fait de ne pas être conditionné dans sa personnalité par des règles anciennes, héritées du passé, qu'il veut pouvoir remettre en cause. Du point de vue de la société, du point de vue global et non plus du point de vue de l'individu, une telle évolution présente en effet des conséquences négatives. Il est difficile d'unir les hommes entre eux si les éléments qui les unissent, culture, tradition, langue, politesse, etc., s'affaiblissent. Le risque est en effet que l'unité et la stabilité des liens sociaux s'affaiblissent. Il est par exemple difficile de lier société de façon durable avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que nous, pour des raisons évidentes. On pourrait multiplier bien sûr les exemples. Lorsque l'on ne comprend plus le comportement d'une personne, il est difficile de même de faire société avec elle. On parle à cet égard beaucoup des différences interrelationnelles entre les différentes générations, où les plus anciens ne comprennent plus forcément l'attitude des plus jeunes pour des raisons d'évolution sociale. Donc ici, première conséquence négative pour la société, cette perte de transcendance de la société l'affaiblit et remet donc en cause sa dignité propre, si je puis dire. Deuxième conséquence négative, sur laquelle je n'insisterai pas longuement, c'est la division du privé et du public. Division du privé et du public. En effet, traditionnellement, notamment dans la Grèce antique, le privé était plutôt négatif, au sens propre, c'est ce dont on était privé, alors que le public était valorisé. Je m'explique. Dans la cité antique, le citoyen n'avait d'existence que par sa participation aux affaires publiques. Il votait à l'Assemblée des citoyens, il pouvait être juge, électeur, etc. Ce qui donnait du prix aux citoyens, c'était donc sa dimension publique. A l'inverse, les esclaves, les personnes qui n'étaient pas citoyens, les femmes, les mineurs, etc., étaient privés de cette possibilité de participer à la vie démocratique. Privé, donc, était plutôt négatif. Par l'évolution que j'ai décrite, au contraire, l'individualisme pousse l'individu à cultiver son jardin privé, si l'on veut, à cultiver ses intérêts particuliers, individuels, son bien-être personnel, son confort, etc. La conséquence négative, évidemment, c'est l'affaiblissement du public. L'affaiblissement du public qui passe souvent au second plan. Les individus s'intéressent moins aux affaires publiques, à la chose publique, et l'on dit souvent que les taux d'abstention importants aux élections peuvent manifester ce repli, même si je ne suis pas certain que ces taux d'abstention soient motivés seulement par le fait que les gens se désintéressent de la politique. Les réseaux sociaux peuvent aussi manifester cette aspiration au privé, dans la mesure où les gens ont de plus en plus tendance à exprimer leur vie privée et de façon générale leurs besoins privés sur les réseaux sociaux qu'à mettre en œuvre une vision publique. Troisième et dernière conséquence de cette évolution sur la société, c'est le risque politique. Nous en arrivons à la troisième et dernière conséquence négative que j'aurais voulu évoquer à propos de la société. C'est ici une dimension politique qui est évoquée, notamment par Alexis de Tocqueville, dans son ouvrage déjà cité « De la démocratie en Amérique ». En effet, l'individualisme de la société va forcément avoir une influence politique, notamment sur le comportement de l'État. Dans une société holiste, comme celle de l'Ancien Régime par exemple, le pouvoir politique, le roi, était nécessairement limité par l'existence des groupes sociaux. Il ne pouvait pas imposer tout et n'importe quoi aux individus parce que les groupes sociaux défendaient l'individu. Le jour de son sacre, par exemple, le roi jurait de respecter les privilèges de ses sujets. En conséquence, il était limité, et on sait que l'une des causes de la Révolution française fut l'impossibilité de faire une réforme fiscale, parce que justement, les groupes sociaux s'opposaient à ces modifications. Dans une société individualiste, au contraire, l'État ne trouve face à lui que des individus
qui n'ont pas nécessairement la possibilité de freiner ces initiatives. Les contre-pouvoirs, si l'on veut, sont limités, du fait que les individus sont séparés les uns des autres. Dans son ouvrage, et c'est la citation que vous voyez derrière moi, Tocqueville, justement, montre comment une société où l'égalité règne peut virer au despotisme. L'emprise de l'État, augmentée par le fait qu'il a divisé pour mieux régner, permet en effet de mener des politiques imposées autoritairement aux individus, même de façon bienveillante, comme le montre Tocqueville. Nous avons évidemment des modèles historiques flagrants de ce despotisme possible au XXe siècle. Les totalitarismes, le communisme bolchevique en 1917, le fascisme italien en 1922, le national-socialisme allemand en 1933, sont apparus dans des sociétés justement où l'individualisme était à l'œuvre, des sociétés en quête d'unité, notamment pour l'Italie et l'Allemagne, dont l'unification était récente, des sociétés donc qui ont utilisé l'État pour assurer une unité sociale. Évidemment, l'exemple du totalitarisme pourrait même être un contre-exemple, un excès évident dans l'autre sens, qui veut, pour contrebalancer l'individualisme, établir une primauté du tout, de la totalité, sur les individus, au point de broyer les individus au nom de la défense de l'intérêt d'une classe sociale ou bien d'une race sur une autre. Ce contre-exemple et les conséquences qui en ont résulté au XXe siècle conduisent souvent les gens à douter et même à suspecter toute entreprise politique qui voudrait imposer des objectifs communs aux individus. Néanmoins, si évidemment le totalitarisme ne saurait être un objectif à poursuivre, il faut sans doute montrer que des buts collectifs peuvent être un remède utile pour lutter contre un individualisme qui dégénère en égoïsme. Il ne faut donc pas, me semble-t-il, sacrifier des finalités collectives, des buts communs aux individus, de crainte d'instaurer un régime totalitaire. Il est bien préférable, me semble-t-il, que ce soit les individus eux-mêmes qui acceptent de poursuivre ces buts collectifs, qu'ils pourront donc maîtriser sans passer par l'État, de façon à les intéresser au destin politique, à la chose publique. Il me semble d'ailleurs que c'est l'un des buts de l'éducation. L'éducation, en effet, du latin ex ducere, conduire hors, orienter vers. L'éducation doit en effet orienter l'enfant vers quelque chose d'autre que lui-même. Elle doit décentrer l'individu pour l'intéresser au destin collectif, au destin commun, et lui montrer que son existence individuelle est liée au destin des autres, à l'existence collective, et donc finalement à la chose publique, à la chose politique. J'en arrive donc à ma conclusion. Quelques mots de conclusion donc pour finir, quelques remarques conclusives. Comme j'ai essayé de le montrer dans cet exposé un peu long, le principe de l'individualisme n'étant pas seulement de séparer les individus, il consiste essentiellement à proposer une nouvelle représentation des rapports sociaux, une représentation dans laquelle l'individu prévaut et peut donc construire librement ses relations sociales. L'objectif donc de cet individualisme, c'est de libérer l'individu, j'y ai insisté, de lui donner la possibilité de façonner sa petite société à son image, et donc, dans le même temps, de repousser toutes les identités, traditions, modes de vie que pourrait lui imposer une société ou un groupe social prédominant. Quelques remarques pour conclure. J'ai déjà dit l'essentiel sur les avantages ou les inconvénients de cette représentation sociale, et je voudrais simplement ici faire quelques remarques conclusives pour peut-être évoquer quelques pistes de réflexion pour trouver des remèdes aux inconvénients les plus flagrants que j'ai évoqués. Premier point, première piste de réflexion si l'on veut, il paraît nécessaire de ne plus concevoir l'individu comme étant nécessairement opposé et distinct de la société. En effet,
il y a plutôt que deux choses distinctes, l'individu et la société d'un côté, il y a en réalité une grande interaction entre eux. Évidemment, une société n'est composée elle-même que d'individus et ne pourrait se concevoir sans eux. A l'inverse, l'individu est nécessairement influencé par la société. Nous savons que notre milieu social, notre éducation, nos relations, notre profession, qui entraîne des déformations professionnelles de notre attitude, sont bien sûr des éléments sociaux qui influencent notre comportement, notre manière de penser nos relations avec les autres également. Bref, nous ne sommes pas indépendants de la société. Norbert Elias prend l'exemple d'une conversation entre deux personnes. Cette conversation forme un embryon de société, si l'on veut. Les deux personnes peuvent être bien sûr distinguées de cette discussion, ils ne sont pas prisonniers de cette discussion, mais néanmoins, ils n'en sont pas non plus indépendants, dans la mesure où cette discussion, bien sûr, va influencer leurs pensées, leurs raisonnements. Chaque réplique de l'autre va imposer un nouveau mode de pensée ou une nouvelle réflexion, ou au contraire une reconfiguration de ces idées initiales. Bref, la conversation, l'interaction entre deux personnes ici, va nécessairement influencer la personne qui prend part à cette conversation. La personne n'est pas indépendante de ses relations sociales, elle est influencée par elles. Deuxièmement, pour des raisons identiques, l'intérêt général et les intérêts individuels ne peuvent pas être rigoureusement séparés de façon étanche, hermétique. Ils interagissent au contraire entre eux. On peut prendre l'exemple d'une petite société, de la famille par exemple. Nous sommes bien sûr dépendants de l'intérêt général de cette société, de cette famille. Nous ne pouvons pas être individuellement heureux, épanouis, dans une famille qui se déchire, qui est larvée par des conflits, ou bien encore qui ne peut plus se réunir dans une même pièce sans risquer des vols d'assiettes. En conséquence, l'intérêt général est une condition nécessaire de la réalisation des intérêts particuliers. Il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas aussi au niveau politique. Un individu ne pourrait pas assouvir correctement ses intérêts privés dans une société déchirée par la guerre civile, dans une société où la croissance économique serait nulle ou négative. Il y a donc ici une interaction nécessaire entre l'individu, ses intérêts particuliers, et de l'autre côté, la société et le bien commun, l'intérêt général. Cultiver cet intérêt général, c'est aussi une façon pour l'individu de s'offrir les conditions nécessaires à la réalisation de son bonheur. Et j'allais dire, plus la société va bien, mieux l'individu se portera. Aussi, sous forme de vœux ou de souhaits peut-être, j'exprimerai cette idée qu'il vaut mieux poursuivre un bien vivre ensemble que le seul vivre ensemble. Je vous remercie de votre attention.